cœur de l'information. Bonsoir à tous, il est 20h. Dans l'actualité ce soir, la HAC, autrement désormais, l'instance de régulation revoit sa façon de travailler. Tout un projet élaboré sur les 5 prochaines années. Ça va garantir encore plus la liberté de presse au Togo, a dit cet après-midi le Premier ministre. Plan national de développement cherche investisseurs. Beaucoup se manifestent déjà, mais que dit la Banque islamique de développement? Va-t-elle accompagner aussi le Togo dans son PND? Carmel Madji Akakbo nous en dira un peu plus tout à l'heure. Et puis ce sacré coup de pouce pour le centre hospitalier préfectoral de Bassar. La clinique de Nuremberg en Allemagne va désormais apporter son assistance. Un accord de partenariat lie dorénavant les deux parties. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue, voici le 20h. Nous commençons d'abord par les hydrocarbures en Afrique de l'Ouest. Essence, pétrole, que va faire la CEDEAO pour valoriser ses ressources hydrocarbures? Des réflexions sont menées depuis ce matin à Lomé. Un projet sera soumis au chef d'État et de gouvernement de l'institution. Les précisions, Marie-Hélène Arbeta, Carmel Madji Akakbo. L'apport des hydrocarbures dans le fonctionnement des industries ne se démontre plus. Il participe aux besoins de mobilité des populations. Dans l'espace CEDEAO, les pays veulent se mettre ensemble pour dynamiser ce secteur et s'assurer de sa vitalité. Un projet de politique de développement du secteur des hydrocarbures de la CEDEAO a donc été adopté. Le document est ici soumis aux experts techniques de la CEDEAO pour validation. Le document a déjà fait l'objet d'adoption par les experts en charge du secteur des hydrocarbures de tous les pays membres. Et aujourd'hui, c'est une revue, c'est-à-dire c'est une deuxième séance de travail autour de ce document. Parce qu'il s'agit d'abord non seulement de la politique du secteur des hydrocarbures, mais aussi de sa matrice de mise en œuvre. La mise en œuvre de ce projet de politique de développement permettra à la CEDEAO de disposer d'un instrument de planification harmonisé capable de mettre en synergie les actions dans l'espace communautaire. Le document permettra à chaque pays d'orienter les travaux donc dans le secteur en canalisant et en essayant donc de protéger ce secteur notamment. Ça comporte les normes environnementales, le respect des normes environnementales, la responsabilité sociétale des sociétés qui travaillent dans le secteur, et au même moment le document vise à susciter plus d'investissements et d'attrait donc des compagnies pétrolières internationales dans la côte ouest africaine. Une fois validé, le document sera soumis au ministre en charge des hydrocarbures, puis au chef d'État des pays membres de la CEDEAO pour une mise en œuvre effective. Et vers une modernisation du système d'état civil au Togo. L'idée fait son chemin. Le ministre de l'administration territoriale parcourt actuellement tout le pays pour rencontrer les agents d'état civil partout. L'étape des savanes avec Désiré Alaoui. Civil souffre. Préfet, chef traditionnel, président de conseil, acteurs de santé, de justice et autres venus de cette préfecture de la région des Savanes, en concertation avec le comité technique sur l'état civil. Une étape majeure des 16 membres du comité installé le 12 février 2019. Ensemble pour échanger, faire des propositions concrètes au ministère en charge de l'administration territoriale. Propositions à compiler, les travailler et ressortir des solutions idoines qui mettront un terme aux différentes difficultés rencontrées. Une réorganisation en définitive donc dans le service d'état civil, très capital pour les citoyens. Qu'un acte juridique ne peut être accompli si on n'a pas un acte de naissance. Pour avoir le reste, le gouvernement a estimé depuis 2018 de mettre en place un comité chargé donc de l'état civil et les membres ont été nommés. C'est ce pourquoi nous sommes arrivés ici. Parce qu'on ne pouvait pas proposer une bonne réorganisation de l'état civil sans écouter les acteurs à la base. Parce que c'est eux qui détiennent la raison donc du dysfonctionnement constaté au niveau de l'état civil.
Donc nous pouvons nous estimer heureux d'avoir rencontré ces acteurs à la base et tout le monde a écouté avec attention ce qu'on avait à leur poser comme question. Les réponses ont été donc obtenues et nous allons faire le dépouillement, analyser pour voir les propositions concrètes à obtenir. Les acteurs impliqués apprécient la démarche. Nous avons depuis un certain temps insisté sur l'écriture, insisté sur le niveau et aussi sur la conscience professionnelle. Nous rencontrons des agents d'état civil qui font très bien leur travail, mais d'autres aussi sont à la traîne. En tant qu'accoucheuse, si c'est que l'État pouvait, dans tous les ISP, si l'État pouvait donner les registres. C'est un nouveau dynamisme qui s'opère. Cela va contribuer à avoir des éléments clés relançant le service d'état civil qui englobe des documents très précieux pour un citoyen, le certificat de naissance, de mariage et de décès. Il fait actuellement l'objet, vous le savez, de toutes les attentes. Le plan national de développement que promettent exactement les partenaires, le Togo l'ordre aussi vers la Banque islamique de développement. Carmen Magiaka. Le Togo compte transformer structurellement son économie d'ici à 2022. Le plan national de développement PND 2018-2022 a donc été lancé par le président de la République le 4 mars dernier. C'est un programme qui se veut très ambitieux avec en ligne de mire la création de 500 000 emplois pour la jeunesse togolaise dans les 3 prochaines années et l'amélioration du bien-être social. Le gouvernement compte lever 4 622 milliards de francs CFA pour la réalisation de ce plan avec le concours du secteur privé qui devrait contribuer à 65% du coût global requis. Bien de réformes ont été faites par les plus hautes autorités du pays pour assainir le cadre macroéconomique, les finances publiques et améliorer le climat des affaires pour attirer l'investissement privé étranger. Le ministre de l'économie et des finances l'a justement rappelé aux administrateurs et gouverneurs de la Banque islamique de développement lors de la 44e réunion annuelle de la banque tenue à Marrakech, au Maroc. Ce plan qui vise à améliorer le niveau et les conditions de vie des populations à travers la création des chaînes de valeur agricoles et des emplois s'articule autour de 3 principaux axes. 1. La mise en place d'un hub logistique d'excellence pour le commerce international, accompagnant le développement d'un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. 2. La création des emplois à travers le développement des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive. 3. La consolidation du développement social et le renforcement des mécanismes d'inclusion. La République togolaise sait qu'elle peut, comme toujours, compter sur le soutien indéfectible de la BID dans l'exécution de cet ambitieux plan dont les projets sont en cours de définition et nécessiteront l'appui financier et technique de la banque. Le ministre Sani Yaya a donc sollicité l'appui financier de la Banque islamique de développement pour la réalisation de ce plan. Nous savons pouvoir compter sur la BID, une fois encore, pour mobiliser les ressources nécessaires au renforcement de ce mécanisme. Permettez-moi de renouveler, au nom de son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République togolaise, du gouvernement et du peuple togolais, mes remerciements au Dr Bandar bin Mohamed Al-Adjar, président du groupe de la BID, pour tous ses efforts visant à redynamiser et à renforcer les interventions de la banque dans nos États respectifs. La BID, Banque islamique de développement, accompagne déjà le Togo dans ses projets de développement. Elle a accordé en avril 2018 un prêt de 22 millions de dollars, soit environ 11 milliards de francs CFA, destiné à épauler la CET, la compagnie publique d'électricité. 20 milliards de dollars, soit environ 10 milliards de francs CFA, ont également été fournis pour appuyer le secteur de la microfinance. Payer ses impôts plus facilement, exonérés de certaines taxes, ce sont là quelques facilités qu'offre le nouveau code des impôts. Comment cela se fait? Retour ce soir sur les nouvelles réformes du code, c'est avec Lucas.
Dans l'optique de rendre plus attrayant l'environnement des affaires au Togo, des réformes majeures ont été mises en œuvre sur le paiement des impôts. Au nombre de 8, ces réformes relèvent de l'un des indicateurs clés du doing business. L'opérateur économique sur le territoire togolais se voit ainsi exempté de quelques taxes et impôts depuis novembre 2018. Ce, avec l'adoption du nouveau code des impôts qui consacre la suppression d'une dizaine d'impôts. Il s'agit entre autres de la taxe sur les salaires, de la taxe sur les véhicules de société et de la taxe complémentaire. Avec ce nouveau dispositif fiscal, les entreprises qui se créent nouvellement sont exonérées du paiement de la taxe professionnelle unique TPU pour les 2 premières années. Le montant des impôts à payer est désormais fonction du chiffre d'affaires réalisé. Ainsi, les jeunes entrepreneurs dont le chiffre d'affaires est compris entre 0 et 30 millions de francs CFA devront payer une taxe professionnelle unique forfaitaire. Et ceux dont le chiffre d'affaires se situe entre 30 et 60 millions de francs CFA devront déclarer tous leurs résultats et payer 2% du montant à l'Office togolais des recettes OTR. Les commerçants, les artisans et autres secteurs d'activité payent 8% lorsqu'ils sont prestataires de services. Cette nouvelle loi allège aussi l'impôt sur les sociétés. Il passe de 28% à 27% et peut être désormais payé en ligne comme les autres types d'impôts. Un arrêté a été pris par le ministre de l'Économie et des Finances pour prévoir l'ouverture d'un compte séquestre et le mécanisme de fonctionnement des remboursements de crédit TVA. Ce compte séquestre, une fois ouvert, va être alimenté par un pourcentage des recettes provenant de la TVA. Il permettra donc de procéder rapidement au remboursement de crédit TVA. En plus de ces réformes, s'ajoute la déclaration et le paiement en ligne des impôts. Tous ceux dont le chiffre d'affaires annuel est compris entre 300 millions de francs CFA et 1 milliard de francs CFA sont obligés de déclarer leurs impôts en ligne. Une dématérialisation effective avec la mise en œuvre du télépaiement des impôts via les plateformes d'Ecobank et de l'UTB. La tendance de la digitalisation a aussi touché la Caisse nationale de sécurité sociale dont les prestations et services sont désormais numérisés. Plus de 1700 entreprises au 28 février 2019 sont passées par la télédéclaration à en croire la cellule climat des affaires. L'immatriculation et bien d'autres services qu'offre cette institution sont également possibles via le portail web de la CNSS. Et selon les témoignages, la digitalisation des services de la CNSS connaît du succès auprès des grandes entreprises. Ces dernières font désormais dans la quasi-totalité leurs opérations en ligne. Le télépaiement des cotisations, par exemple, qui vient compléter le processus de dématérialisation, est rendu opérationnel depuis le 4 février dernier à la signature du premier contrat avec Togocom. Désormais, les paiements peuvent s'effectuer via Timoni et Flouz. Le processus de paiement via les banques devrait être opérationnel d'ici à la fin du mois d'avril, selon une annonce faite par la cellule climat des affaires. Et déjà, les PME-PMI se frottent les mains pour ces réformes. Vous êtes jeune, attiré par l'entrepreneuriat, eh bien il y a justement des opportunités à saisir, lesquelles par exemple la synergie des jeunes et femmes entrepreneurs nous renseigne davantage. Choix siglé, Karine Hollande. Première sortie publique de la synergie des jeunes et femmes entrepreneurs du Togo, SJFE Togo. Ce regroupement des jeunes est né de la double volonté des jeunes et femmes entrepreneurs de défendre leurs intérêts et accompagner la promesse du gouvernement d'appuyer les jeunes entrepreneurs à concrétiser leurs ambitions. Et depuis janvier 2018, 20% des marchés publics sont octroyés aux jeunes et femmes entrepreneurs régulièrement installés au Togo. La synergie est un regroupement de jeunes et femmes entrepreneurs du Togo afin qu'on puisse défendre les intérêts des entreprises, des jeunes entrepreneurs. Comme nous sommes jeunes, nous devons nous regrouper et être ensemble afin qu'on puisse aller loin et bénéficier des 20% que le chef de l'État nous a réservés. Depuis la création de la synergie, nous avons fait des actions afin qu'on puisse obtenir le récépissé au sein du ministère de l'administration territoriale. Donc maintenant, nous allons ensemble à la rencontre essayer de faire un plan d'action pour les années à venir. Au cours de cette rencontre, les jeunes et femmes membres de la SJFE
ont été entretenus sur les différentes opportunités créées par le gouvernement d'une part et d'autre, les facteurs et actions pour assurer la réussite entrepreneuriale. Comme nous sommes jeunes et femmes entrepreneurs, nous avons besoin de beaucoup de formation. Nous avons dans un premier temps opté pour la formation sur les marchés publics. Afin qu'on puisse avoir beaucoup plus d'avantages quand nous allons participer aux appels d'offres. Oui, quand vous faites partie de la synergie des jeunes et femmes entrepreneurs du Togo, nous allons ensemble travailler comme un. Ça veut dire que nous allons ensemble chercher les voies et moyens pour bénéficier réellement des 20% que le chef de l'État, son Excellence Faure Gnassingbé, a mis en place pour nous. Il a pris une mesure et le gouvernement a mis ça en place. Donc il revient à nous, jeunes, de se regrouper pour qu'ensemble nous puissions aller de l'avant. Car c'est en étant unis qu'on pourra aller loin. Et c'est un pari gagné pour une jeunesse togolaise soucieuse de s'engager dans le secteur de l'entrepreneuriat pour un développement personnel et collectif. La synergie des jeunes et femmes entrepreneurs SJFE est créée depuis novembre 2018 et œuvre pour la plupart dans plusieurs secteurs d'activité, à savoir les BTP et les prestations de services. Karine Olanlo a signalé également dans l'actualité ce soir la tournée dans ces différents services du ministre de l'Environnement. Partout où il va, il encourage son personnel au travail bien fait. Les terres des plateaux, Sylvain Rabouzou. Cette rencontre entre le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la protection de la nature avec ses collaborateurs, notamment les directeurs préfets Togo des plateaux Est élargis à certains agents, consiste à échanger sur la nouvelle manière de travailler désormais pour répondre à la vision assignée à son département, vision en lien avec l'axe 3 du PND, Plan national de développement. Des échanges pour définir de nouvelles stratégies destinées à favoriser la bonne marche du secteur environnemental. C'est aussi un appel pour engager les uns et les autres à un changement de comportement en vue de les amener à jouer efficacement leur partition pour l'atteinte des objectifs inscrits dans la feuille de route du ministère. Il est question pour nous de prendre contact avec nos administrés, échanger avec eux, mieux les connaître pour qu'ensemble nous puissions définir une approche de travail. Une approche de travail qui est fondée sur l'approche down-top. Ce qui suppose que nous sommes dans une démarche participative, incluant une synergie d'actions à développer de manière à ce que chaque collaborateur puisse se mettre au travail. Et pour s'enquérir des réalités du terrain, le ministre a écouté tous les directeurs préfets Togo sur le fonctionnement de leurs différentes directions, recueille les difficultés pour mieux relever les défis qui s'imposent. Une manière de les inciter également à une prise de conscience et surtout à se mobiliser pour la cause environnementale. Cette rencontre nous a permis de se recadrer nous-mêmes et de savoir quelles sont les nouvelles approches de notre ministre et pour que dans l'avenir nous ne puissions plus tomber dans les erreurs qu'on a eu à commettre par le passé par inadvertance. Nous permettons aujourd'hui à notre ministre un bon travail et un bon résultat pour qu'il puisse aussi atteindre ses objectifs selon son cahier de charge. Cette rencontre a été fructueuse et ce que j'ai pu retenir, on doit redoubler plus d'efforts pour mieux protéger notre environnement. Je vous rassure que nous sommes prêts pour exécuter tout ce que monsieur le ministre nous a dit. Le ministre les a demandé à s'engager chacun de son côté pour la préservation des aires protégées et des forêts. En 2018, 2576 plants ont été reboisés dans les plateaux Est avec une production de 21 420 plants. C'est une bonne nouvelle pour les populations de Bassar. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure. La clinique de Nuremberg en Allemagne va désormais aider le centre hospitalier préfectoral de la ville. Un partenariat d'assistance a été signé entre les deux parties. Des précisions de Nestor Bouchou. Comme bon nombre de formations sanitaires au Togo, le centre hospitalier préfectoral CHP Bassar a des besoins.
Dans sa quête de moyens pour apporter des réponses concrètes à ses besoins, l'ONG FIBASSAR, entendez Sauver Bassar, basée en Allemagne, s'est lancée dans une recherche de partenaires. Elle est tombée sur la clinique de Nuremberg en Allemagne qui a accepté d'apporter un appui au CHP de Bassar. C'est ce qui se confirme avec cette signature de convention. Nous, en tant que FIBASSAR, nous avons pris sur nous d'apporter la santé. D'où ce partenariat négocié et obtenu qui aujourd'hui a été signé pour qu'il y ait un partage d'expérience, un partage de technologies, un renforcement de la structure au niveau de la préfecture de Bassar. L'hôpital de Bassar, on est très content d'apporter du matériel, apprentissage, formation, et on veut échanger, on veut aussi accueillir les collègues d'ici, chez nous en Allemagne, pour s'échanger, pour continuer avec la relation. Créé en 2012, FIBASSAR a déjà mené plusieurs actions au profit du CHP Bassar. L'ambassade d'Allemagne au Togo, convaincue de l'efficacité de cette ONG, va aussi lui prouver son soutien à travers des constructions au sein de l'hôpital de Bassar. C'est ma 4e visite. Et dès la première visite, nous avons parlé de la coopération allemande. Ici, la coopération allemande pourrait assister aussi le CHP de Bassar. Donc j'ai beaucoup parlé avec monsieur le préfet, avec monsieur le ministre Ndiofam, et aujourd'hui je peux dire que la coopération allemande va construire une nouvelle maternité pour le CHP Bassar. Nous pouvons aussi dire que nous sommes à côté de FIBASSAR et nous allons donner des moyens pour construire un centre d'accompagnement pour les familles des patients, des malades. Le directeur préfectoral de la santé, Barima Reda, et le préfet de Bassar, le colonel Jean-Fari Bonfo, se sont réjouis du partenariat qui s'est officialisé par la signature de convention entre le CHP Bassar et la clinique de Nuremberg. Ils ont aussi salué les relations de coopération qui existent entre le Togo et la République fédérale d'Allemagne depuis des décennies. Ils ont émis le vœu que ces relations se renforcent davantage au profit des populations togolaises et allemandes. En prélude à cette signature de convention, une opération chirurgicale s'est déroulée du 1er au 5 avril. Une cinquantaine de personnes ont pu bénéficier de cette opération pour des pathologies telles que les hernies, les lipomes, les kystes et les hydrocèles. Ils n'aiment pas le bruit, ils s'expriment difficilement, leurs réactions sont différentes. Ils sont nombreux, ces enfants, à souffrir d'autisme. Comment s'occuper justement de ces êtres? Quelques attitudes à adopter envers eux avec l'ONG, et c'est dans ce reportage de Ulrich Chamégan avec Sandra Ziabi. L'ONG Autisme Vivre et Grandir avec part pour la lutte contre cette maladie qui gangrène la société et surtout le monde des enfants, l'autisme. Dans la dynamique du 2 avril, journée mondiale dédiée à la sensibilisation sur ce mal, les responsables de cette organisation échangent avec les parents dont les enfants sont atteints de cet handicap sur les causes et les conséquences afin de trouver des solutions pour l'éradiquer. Il s'agit de faire connaître au grand public et de faire découvrir à tout le peuple la réalité de ce que c'est que l'autisme. Aujourd'hui, quand on en parle, généralement, ça apparaît comme une maladie curieuse, comme une maladie qui n'a pas d'effet concret. Mais la réalité est tout autre. La réalité, c'est que c'est un fait, c'est une maladie qui existe bien chez nous et qui touche beaucoup d'enfants, qui touche beaucoup de parents. Le but par rapport à ce centre-là, c'est d'arriver à faire travailler tous ces spécialistes-là ensemble, en fait de former les parents, afin de leur faire comprendre quelles sont les habitudes ou bien comment réagir par rapport à l'autisme. Cela fait 3 ans déjà que l'organisation a été mise en place. Elle est née de la difficulté, voire de l'impossibilité pour les parents d'enfants autistes d'inscrire leurs enfants dans les établissements scolaires classiques. Sa vision est de créer un centre pour la prise en charge des enfants présentant les troubles du spectre de l'autisme. Et l'autisme, l'on se pose toujours la question, est-ce une maladie, est-ce une réalité ou une fiction? Comment ressentez-vous la chose près de vous, autour de vous? Des explications dans ce dossier de Ulrich Chamégan avec Sandra Ziabi. C'est invivable. Il prend trop de risques. Ce sont là les difficultés quotidiennes auxquelles sont confrontés les parents des enfants autistes. Difficultés d'apprentissage de langage, absence d'interaction sociale, manque de communication, bref, une situation très compliquée à vivre. Pour ces enfants, la vie reste un défi.
Joannis, 6 ans et autiste, en est un exemple. Il faut être toujours à ces petits soins, chercher à le comprendre, à savoir ce qu'il veut. Donc, il faut être attentif. J'ai constaté 1 an et demi, 2 ans, qu'il ne réagissait pas. Donc, je me suis approchée des médecins pédiatres. Et c'est là où ils m'ont parlé de l'autisme. Comme lui, plusieurs enfants présentent ces signes de troubles de développement dus à l'autisme. Et à chaque fois, la vigilance des parents s'avère importante. À la maison, ça ne se passe pas trop bien parce que, surtout quand il a besoin de quelque chose, et tu ne comprends pas parce que sa façon de parler aussi c'est différent. Des fois, quand il a besoin de quelque chose, tu lui donnes autre chose. Il commence par casser les choses. Surtout, il casse tout. Même toi, mais il peut te blesser. Arrivé au moment où les enfants commencent pas à parler, on a constaté que le langage ne venait pas. On a commencé par l'orthophonie. Bon, on a fait un certain nombre de séances. Mais bon, ça ne s'améliorait pas vraiment. Mais c'est dans son comportement général, bon, ça allait. C'est là-bas que bon, on a constaté. Bon, on a cherché les centres spécialisés, mais il n'y en avait pas. Donc bon, c'était à tâtons. Et on faisait bon, avec l'observation. Si vous observez bien, il y a ces comportements. Quand elle a faim, pour signaler, bon, elle peut t'amener un plat pour te dire qu'elle a faim. Mais quand vous parlez, elle entend. Mais elle ne peut pas vous répondre en retour. C'est qu'il faut la suivre très attentivement. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, un enfant sur 160 est atteint de ce mal. Il est estimé à divers niveaux et représente un ensemble de signes de troubles du spectre autistique chez ces enfants qui ont des comportements variables. Ces causes sont donc nombreuses. Les troubles d'autisme vont apparaître souvent à l'âge de 3 ans et les parents aujourd'hui ont des difficultés de diagnostic. Parce que le diagnostic de l'autisme doit être mis en place par une équipe pluridisciplinaire qui comprend des neuropsychiatres, des pédopsychiatres, des spécialistes de la neurologie de l'enfant, mais également des orthophonistes. Le diagnostic de l'autisme est un véritable plus dont nous n'avons pas tous les éléments. On sait que c'est des troubles neurosensoriels qui se passent au niveau cérébral, et au niveau biochimique, au niveau cérébral. On a évoqué la génétique. C'est-à-dire qu'il y a des familles où on a eu un enfant autiste qui peut se répéter encore dans la famille. On a évoqué le cas des jumeaux. On a évoqué l'âge. Il a été dit qu'avoir un enfant avant l'âge de 18 ans et avoir un enfant après l'âge de 40 ans peut être une cause d'autisme. On a évoqué le diabète gestationnel. On a évoqué des troubles même de comportement au niveau des parents qui sont liés également à la génétique. En tout cas, il y a plusieurs causes. L'alimentation a été mise en cause dans plusieurs pays, comme le Canada. Et ils pensent heureusement que c'est l'alimentation qui est à la base de certains troubles du spectre autistique chez les enfants. Mais de manière très définie, ça reste encore une véritable étude. La prise de contraceptifs à longue durée chez la femme peut entraîner des risques de survenue de ces enfants. Donc, on peut changer de stratégie. Au lieu de prendre les contraceptifs à répétition, à longue durée, il peut changer de stratégie pour pouvoir éviter la survenue de ces troubles. Et pour voler à leur secours, Autisme Vivre et Grandir avec a été mise en place depuis 2015. Elle veut contribuer à la prise en charge de ces enfants quelquefois rejetés par la société. Il s'agit donc de créer un centre de prise en charge de ces enfants afin de leur offrir un cadre et une perspective de vie acceptable. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure. Dans l'actualité, ce lundi, la HAC désormais autrement, l'instance de régulation revoit sa façon de travailler. Tout un projet élaboré sur les 5 prochaines années. Et pour le Premier ministre, comme c'est l'homme Classou, eh bien, cet outil va garantir encore plus la liberté de presse. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure à la clôture des travaux. Nous reviendrons sur le sujet dans le courant de cette édition. Notre équipe de reportage est toujours à pied d'œuvre. En ce moment, sur l'esplanade du Palais des Congrès de Kara, vous pourriez tout trouver, tout acheter. Les paysans de la zone y exposent leurs produits. Une foire agricole en prélude du 11e Forum national du paysan. Nestor Mouchou.
Le ministère de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique a eu une oreille attentive à l'égard des producteurs par rapport à leur foire qui se tient pendant le Forum du paysan. Ils ont souhaité que cette foire s'ouvre quelques jours avant les travaux du forum, ceci pour leur permettre de disposer d'assez de temps pour développer une campagne de promotion de leurs produits. Leur souhait a été exaucé. 6 jours avant le Forum national du paysan togolais, la foire a été lancée. Une foire, c'est un lieu de partage, c'est un lieu de promotion des affaires. Nous aimerions qu'à la sortie de cette foire, que les opérateurs économiques qui constituent la vitrine de notre agriculture puissent nouer des relations d'affaires, puissent échanger des technologies, puissent échanger des carnets d'adresses, puissent développer des partenariats pour booster leurs activités. Pour l'édition de cette année, la foire agricole connaît des innovations. L'accent est mis sur quelques produits pour accroître leur visibilité. Il s'agit d'abord du manioc, parce que le manioc bénéficie d'une initiative présidentielle. Cette initiative vise à donner plus de valeur à cette filière qui génère plus de 400 000 tonnes d'excédents chaque année sur les plus d'1 million de tonnes de notre production. Le deuxième produit qui sera mis en valeur, c'est le sésame. Le sésame parce qu'il fait partie des 2 cultures d'exportation retenues sur l'agropole de Kara. Le troisième produit qui va être mis en exergue dans cette foire, c'est le fonio. Le fonio fait partie des produits rares qui disposent des propriétés et des valeurs nutritives et nutritionnelles assez importantes. Le fonio n'a pas de gluten par exemple. Le fonio est un produit indiqué pour les diabétiques. Environ une centaine d'exposants sont attendus à cette foire agricole du 11e Forum du paysan. Les exposants ont donc une semaine pour vanter le mérite de leurs produits et nouer des relations d'affaires. Sur la base des critères déterminés par le ministère de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, les meilleurs exposants seront primés. Et ce sera la 4e innovation apportée à la foire agricole. Je vous le disais tout à l'heure, travailler désormais autrement. La HAC se donne les moyens. La nouvelle approche est définie dans un plan stratégique à l'étude depuis ce matin pour le Premier ministre Commissaire Classou. Vous allez l'entendre, c'est pour plus garantir la liberté de presse au Togo. Edem Sossoupo. Pour les 5 prochaines années, la HAC, Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, va fonctionner selon un schéma directeur bien précis contenu dans son plan stratégique 2019-2023 remis au Premier ministre Commissaire Classou. Le document produit en 5 mois par une équipe d'experts constitue pour la HAC sa boussole, un cadre de planification, de programmation et de budgétisation en lien avec le plan national de développement PND. La HAC se modernise donc et se dote d'outils appropriés afin de mieux jouer son rôle de régulation. Face à la mutation profonde du paysage médiatique, notamment l'évolution des technologies, l'avènement de nouveaux médias et l'imposition depuis 2006 du passage de l'analogie au numérique, la HAC veut pleinement jouer sa partition. Elle compte couvrir toute l'étendue du territoire national avec des équipements de pointe, ceci dans la dynamique du respect par les organes de presse du code d'éthique et de déontologie. Nous voulons organiser l'activité de régulation afin qu'elle vienne en appui à la professionnalisation des métiers de la presse, à la professionnalisation des métiers de la communication, de la publicité, de la production audiovisuelle. Le PNUD, qui a accompagné l'élaboration du plan stratégique de la HAC, s'engage également à soutenir sa mise en œuvre. Et pour le coordonnateur du système des Nations Unies au Togo, un espace médiatique assaini contribue à la promotion de la culture de paix et de jouissance de libertés individuelles. Dans un contexte international de plus en plus marqué par les discours incitant à la violence, à la haine et au mépris de l'autre, réussir la régulation de la communication, c'est bien sûr semer les graines de la paix à travers la promotion des valeurs de tolérance et de responsabilité dans la jouissance des libertés individuelles. Les évolutions technologiques et la multiplication des plateformes et outils de communication rendent la régulation difficile et parfois controversée. Et c'est pour cela que l'approche de concertation large que la HAC a adoptée dans la définition de son plan est à saluer et encourager.
Ce plan de la HAC est donc l'une des actions concrètes de l'institution aux côtés du gouvernement dans son processus de réforme en termes de mobilisation des médias pour la vulgarisation du plan national de développement. Il est structuré en 5 axes. Le premier axe consiste à consolider le développement institutionnel par une restructuration de la HAC qui prend en compte la réorganisation des cadres administratifs et financiers. Le deuxième axe vise à consolider la régulation par la couverture du territoire national, par la décentralisation des services de la HAC, déclinée en antennes régionales pour améliorer sa capacité réelle d'action. Le troisième a pour objectif de consolider les cadres d'exercice et les capacités des professionnels et gestionnaires des médias, la communication et la publicité. Le quatrième axe vise à améliorer le cadre interrelationnel avec les acteurs du secteur des médias et de la communication. Et enfin, le cinquième et dernier axe a pour objectif d'améliorer l'image de marque et renforcer la notoriété institutionnelle de la HAC. Dans les jours à venir, la HAC va organiser une séance ou des séances de travail avec l'ensemble des agences du système des Nations Unies et des partenaires techniques et financiers pour susciter leur accompagnement. Durant les travaux, nous avons eu des contributions pertinentes du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso et de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication du Bénin. Ce plan, premier du genre dans la vie de la HAC, apparaît donc comme la première pierre d'un nouveau processus au cours duquel l'institution mettra en place diverses initiatives innovantes propices à la liberté d'expression et de presse. Pour le Premier ministre Komi Selom Klassou, la liberté de presse renforce la démocratie et l'état de droit. Établir des institutions stables, créer des conditions d'un progrès économique partagé, accroître le bien-être de nos populations en consolidant la bonne gouvernance, la justice sociale et la paix sont pour nous autant de défis face auxquels le journaliste ne doit pas rester en marge. C'est pour cette raison que je me réjouis de l'initiative de la HAC de se doter d'un cadre d'action pour les 5 prochaines années afin de se donner les moyens de faire des médias et de ceux qui animent ce secteur de véritables acteurs de développement. Faut-il le rappeler, la liberté de la presse et de la communication est un ciment de l'efficacité de l'action publique dès lors qu'elle est exercée avec professionnalisme, responsabilité, conscience, objectivité et neutralité. Le gouvernement apprécie la planification des activités autour de 5 principaux axes en tant que priorité transversale. Voilà, un léger souci avec ce sujet sur lequel nous reviendrons bien évidemment dans nos prochaines éditions. Question également à se poser ce soir, qu'est-ce qui va désormais changer dans la manière de travailler de la HAC? Question qui relève les innovations sur lesquelles nous reviendrons également dans nos prochaines éditions. Enfin, dernier élément de ce journal, Sokodé et tout le Tchaoudjo à pas de course pour porter le PND. La course populaire a drainé beaucoup de jeunes dans la rue. Le récit de Lamarck Bochon. C'est par dizaines de milliers que les jeunes de Tchaoudjo ont pris d'assaut les artères de la ville de Sokodé dans une course populaire en soutien au programme national de développement PND lancé par le chef de l'État, Faure Sozimna Nyasimbe, organisé par les cadres de Tchaoudjo, au devant desquels le ministre en charge des sports, Foulibazi Katari. Cette course populaire a pris son envol au rond-point de la poste centrale et parcouru plus de 3 km dans une ambiance de joie et de dynamisme. Dans leur écrasante majorité, les sportifs
sportifs ont arboré des t-shirts flanqués des initiales PND, ce qui exprime leur adhésion à la nouvelle vision de développement prônée par le chef de l'État, un développement qui fait moins de place au discours et plus d'espace aux actions, à même d'assurer un bien-être pour tous et un avenir meilleur à la jeunesse. À travers cette marée humaine, Tchaoudjo montre son désir de consolider et de préserver la cohésion sociale ainsi que son sens élevé du civisme et la citoyenneté, gage du succès du PND. Au stade municipal de Sokodé, point de chute de la course populaire, le ministre Folibazi Katari a rappelé à la jeunesse toutes les vertus du développement cher au président Fort et Sozimna Nyasimbe. À Tchaoudjo, après la religion, c'est le sport. Et aujourd'hui, le président nous a appris que le temps des meetings, le temps des discours est révolu. Ce qui est important, c'est de mettre l'accent sur le développement. Et actuellement, vous savez que le projet phare que le président a lancé, c'est le plan national de développement. Dans le plan national de développement, il y a la promotion du sport. Il y a la promotion de l'emploi. Et chaque préfecture doit mettre en valeur ses potentialités. Alors tous les cadres de Tchaoudjo ont estimé que dès maintenant, il faut mettre un accent particulier sur le sport. En deuxième partie de cette matinée sportive, les différents lycées de la préfecture ont compéti aux 100 mètres féminins remportés par mademoiselle Alice Sinongou, élève au lycée moderne de Sokodé, et aux 200 mètres masculins remportés par Ashraf Daouda, élève au lycée de Kadambara. Je remercie les organisateurs d'avoir nous aidé à compétir cet athlétisme. Je remercie aussi le ministre des Sports. Les gagnants et les participants ont été médaillés et récompensés et leurs établissements ont reçu des jets de maillots et de ballons. Ce geste des cadres de Tchaoudjo vise à renforcer les jeunes talents de la préfecture qui, selon le ministre, a toujours fait preuve de performances sportives légendaires. Pour preuve, le CG Aviation, champion national en titre du football scolaire cadet, a été honoré et primé au cours de cette cérémonie. Je ne ferai que remercier le ministre qui a pris soin de venir nous primer les efforts que mon établissement a fait. J'ai été ému. Il faudrait que le sport évolue non seulement dans mon établissement, dans tous les établissements scolaires, ça évolue quand même. Donc j'ai été très content et j'espère que je ferai mieux pour avancer encore dans la même direction. Pour terminer, les cadres ont exhorté les jeunes élèves à faire preuve de persévérance dans les études afin d'assurer dignement à l'avenir leur relève pour le bonheur de tout Tchaoudjo. Et pour le bonheur de la presse aussi, retour sur la cérémonie de la HAC ce lundi. La HAC qui se donne les moyens pour une nouvelle approche définie désormais dans un plan stratégique pour 5 ans. L'étude donc aujourd'hui, ce lundi, pour le Premier ministre Kobi Selom Klasu, je vous le disais, eh bien c'est pour plus garantir la liberté de presse au Togo. Et Demsoussouko, retour sur le reportage. Pour les 5 prochaines années, la HAC, Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, va fonctionner selon un schéma directeur bien précis, contenu dans son plan stratégique 2019-2023, remis au Premier ministre Kobi Selom Klasu. Le document produit en 5 mois par une équipe d'experts constitue pour la HAC sa boussole, un cadre de planification, de programmation et de budgétisation en lien avec le plan national de développement PND. La HAC se modernise donc et se dote d'outils appropriés afin de mieux jouer son rôle de régulation. Face à la mutation profonde du paysage médiatique, notamment l'évolution des technologies, l'avènement de nouveaux médias et l'imposition depuis 2006 du passage de l'analogie au numérique,
la HAC veut pleinement jouer sa partition. Elle compte couvrir toute l'étendue du territoire national avec des équipements de pointe, ceci dans la dynamique du respect par les organes de presse du code d'éthique et de déontologie. Nous voulons organiser l'activité de régulation afin qu'elle vienne en appui à la professionnalisation des métiers de la presse, à la professionnalisation des métiers de la communication, de la publicité, de la production audiovisuelle. Le PNUD, qui a accompagné l'élaboration du plan stratégique de la HAC, s'engage également à soutenir sa mise en œuvre. Et pour le coordonnateur du système des Nations Unies au Togo, un espace médiatique assaini contribue à la promotion de la culture de paix et de jouissance de libertés individuelles. Dans un contexte international de plus en plus marqué par les discours incitant à la violence, à la haine et au mépris de l'autre, réussir la régulation de la communication, c'est bien sûr semer les graines de la paix à travers la promotion des valeurs de tolérance et de responsabilité dans la jouissance des libertés individuelles. Les évolutions technologiques et la multiplication des plateformes et outils de communication rendent la régulation difficile et parfois controversée. Et c'est pour cela que l'approche de concertation large que la HAC a adoptée dans la définition de son plan est à saluer et encourager. Ce plan de la HAC est donc l'une des actions concrètes de l'institution aux côtés du gouvernement dans son processus de réforme en termes de mobilisation des médias pour la vulgarisation du plan national de développement. Il est structuré en 5 axes. Le premier axe consiste à consolider le développement institutionnel par une restructuration de la HAC qui prend en compte la réorganisation des cadres administratifs et financiers. Le deuxième axe vise à consolider la régulation par la couverture du territoire national, par la décentralisation des services de la HAC, déclinée en antennes régionales pour améliorer sa capacité réelle d'action. Le troisième a pour objectif de consolider les cadres d'exercice et les capacités des professionnels et gestionnaires des médias, la communication et la publicité. Le quatrième axe vise à améliorer le cadre interrelationnel avec les acteurs du secteur des médias et de la communication. Et enfin, le cinquième et dernier axe a pour objectif d'améliorer l'image de marque et renforcer la notoriété institutionnelle de la HAC. Dans les jours à venir, la HAC va organiser une séance ou des séances de travail avec l'ensemble des agences du système des Nations Unies et des partenaires techniques et financiers pour susciter leur accompagnement. Durant les travaux, nous avons eu des contributions pertinentes du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso et de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication du Bénin. Ce plan, premier du genre dans la vie de la HAC, apparaît donc comme la première pierre d'un nouveau processus au cours duquel l'institution mettra en place diverses initiatives innovantes propices à la liberté d'expression et de presse. Pour le Premier ministre Commissaire Classou, la liberté de presse renforce la démocratie et l'état de droit. Établir des institutions stables, créer des conditions d'un progrès économique partagé, accroître le bien-être de nos populations en consolidant la bonne gouvernance, la justice sociale et la paix sont pour nous autant de défis face auxquels le journaliste ne doit pas rester en marge. C'est pour cette raison que je me réjouis de l'initiative de la HAC de se doter d'un cadre d'action pour les 5 prochaines années afin de se donner les moyens de faire des médias et de ceux qui animent ce secteur de véritables acteurs de développement. Faut-il le rappeler, la liberté de la presse et de la communication est un ciment de l'efficacité de l'action publique dès lors qu'elle est exercée avec professionnalisme, responsabilité, conscience, objectivité et neutralité. Le gouvernement apprécie la planification des activités autour de 5 principaux axes en tant que priorité transversale. C'est particulièrement le cas de l'axe 2 relatif à la décentralisation des services de la HAC en vue de permettre à cette institution d'assurer une couverture nationale dans la réalisation de sa mission
surtout au moment où le Togo s'apprête activement à organiser les élections locales et promouvoir ainsi la démocratie et le développement à la base. Il en est de même pour l'axe 3, qui, lui, est centré sur la formation des acteurs de la presse et de la communication avec pour point d'orgue la culture des valeurs que sont la compétence et la responsabilité. Le chef du gouvernement a précisé également que le Togo a toujours encouragé une presse libre et plurielle basée sur le respect des lois, du code et de la déontologie. Dans le souci de promouvoir un environnement médiatique propice à la liberté d'expression et au développement des médias, notre pays, le Togo, s'est illustré en adoptant dès 2004 le Code de la presse qui a dépénalisé le délit de presse, le premier du genre en Afrique subsaharienne. Il convient de souligner que le dit code est toujours en vigueur et protège ainsi les journalistes. Par ailleurs, pour améliorer l'accès universel à l'information, d'autres textes de loi ont été votés. Je voudrais citer ici le cas de la loi sur la liberté d'accès à l'information et à la documentation publique, votée le 10 mars 2016. Non seulement elle donne un accès libre et gratuit aux sources d'information des institutions publiques togolaises dans le but de faciliter le métier de journaliste, mais elle permet aussi de limiter, voire de combattre efficacement la propagation de fausses nouvelles, c'est-à-dire les fake news. Les mesures de pédagogie contenues dans le plan stratégique que vous venez d'adopter doivent permettre à la HAC, face aux dérives éventuelles des médias, de trouver des réponses adaptées à chaque conscience, à chaque expérience et à chaque contexte. La HAC aura besoin de 3,5 milliards de francs CFA pour mettre en œuvre son plan quinquennal. Un plan qui va aider à mettre en place un paysage médiatique libre et responsable afin de promouvoir l'image du Togo et rassurer les investisseurs dans la réalisation des objectifs du PND. Et ce communiqué, avant de refermer cette édition du soir, c'est un rappel. Le directeur du Fonds d'aide à la culture, FAC, invite les artistes et promoteurs culturels résidant à Lomé et ses environs, dont les projets ont été retenus pour financement à l'issue de l'appel à projet édition 2018-2019, à prendre part à une réunion d'information le mardi 9 avril 2019 à 14h30 dans l'enceinte de l'École nationale d'administration ENA. Vu l'importance des points inscrits à l'ordre du jour, la présence de tous est indispensable. Et par ailleurs, il porte à la connaissance des bénéficiaires résidant à l'intérieur du pays et que les directeurs régionaux des arts et de la culture sont instruits pour leur donner la même information à partir du mercredi 10 avril 2019. Voilà qui referme ce journal, un peu long ce soir, actualité oblige. Merci à vous qui nous suivez ce soir et notamment à Sokolé dans le Tchao Joy, comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.